à notre débat annuel dans le document budgétaire s'agissant de l'exercice 2020. Ouais, donc c'est le dernier débat du mandat. Donc, ce qui nécessite donc effectivement dans sa présentation un bilan global du mandat, on a fait comme ça. Donc ça a lieu à un vote, comme vous le savez, de l'Assemblée délibérante. Donc, dans le contexte de l'élaboration du budget 2020, donc la situation macroéconomique, une obligation là aussi. Donc en raison notamment de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, du Brexit, qui court, et du niveau d'endettement privé, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, donc s'attend à ce que l'économie mondiale enregistre en 2019 son taux de croissance le plus faible depuis la crise financière de 2008-2009. L'organisme, l'OCDE, donc, qui a revu ses prévisions à la baisse, s'attend désormais à la croissance mondiale la plus faible depuis la crise financière, avec des risques qui continuent de monter. Il estime que la croissance mondiale va chuter à 2,9, soit 0,3 points de moins que lors de la dernière prévision en mai. En 2020, elle devrait rester pratiquement stable à 3%, soit 0,4 points de moins par rapport à la projection de mai, selon les prévisions actualisées au 19 septembre 2019. Aux yeux de l'OCDE, les nuages continuent de s'accumuler pour l'ensemble des principales économies mondiales, notamment pour la zone euro, et surtout pour les grands pays émergents qui subissent le ralentissement de la Chine avec une chute de leurs exportations de matières premières. Cependant, la France devrait faire mieux que l'Allemagne et l'Italie. Non, l'Italie, c'est catastrophique. Ces deux principaux partenaires de la zone euro avec une croissance de 1,3 en 2019 et 1,2 en 2020. C'est moins prévu que par notre gouvernement pour faire son budget. Concernant les mesures qui doivent permettre de soutenir la croissance, les économistes de l'OCDE conseillent au gouvernement des pays avancés de soutenir, on fait partie des pays avancés, de soutenir la politique monétaire par une politique budgétaire en faveur de l'investissement dans les infrastructures en profitant des taux bas associés à des réformes structurelles. Comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que c'est pas un dogme, les 3% et 100%, enfin 60% d'endettement par rapport au PIB. On est à 100% nous, en France. Enfin, quelle que soit la dette et quels que soient les taux, il faut quand même rembourser la dette qui était quand même énorme en France. Donc voilà. Enfin, s'agissant de l'inflation, l'OCDE évalue celle-ci à 1,12 en 2019, contre 1,30 dans les prévisions de la loi de finances 2019 et 1,34 en 2020 contre 1,20 dans le projet de loi de finances 2020. Quelques remarques qui s'adressent aussi, qui ont un lien avec notre commune quand même. Même si nos communes demeurent à l'échelon administratif le moins contesté, nous sommes impactés par le contexte national et international. On ressent beaucoup d'inquiétudes, on le voit aussi par notre population, chez nos concitoyens, fondés ou non, car l'information souvent superficielle circule de plus en plus vite. Alors, on ne va pas reparler des fake news, mais c'est vrai que c'est un petit peu fatigant, j'ai l'impression qu'on est dans l'immédiateté, il faut toujours répondre au plus vite. Les informations circulent, vraies ou fausses, et c'est vrai qu'on doit toujours se justifier, ce qui est quand même très fatigant, je dirais, je le dis carrément, fatigant pour les élus d'avoir toujours à démontrer des contre-vérités sans arrêt. La perte de confiance, voire de crédibilité à l'encontre des élus peut s'expliquer par un manque de stratégie globale. On le reverra, mais aussi, c'est pour ça que cette année, on a parlé de la stratégie de notre commune. C'était important de savoir dans quelle direction on allait. Et des projets collectifs soutenus et partagés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue, on a une absence totale de projets collectifs qui pourraient effectivement susciter une adhésion ou une contestation, mais on ne sent pas ces projets collectifs. Cette inquiétude grandissante face à l'avenir semble générée par l'absence de projets incluant des avancées sociales majeures. Le taux de pauvreté, il faut le rappeler, les inégalités sont toujours croissantes dans tous les pays, mais notamment en France, même si on est un pays plutôt riche, mais les inégalités s'accroissent quand même, les statistiques. Et le taux de pauvreté augmente. La montée des populismes inquiète, car la démagogie ne peut être la réponse attendue. Alors, excusez-moi, mais je vous écoute attentivement, mais je ne vois pas où vous êtes rendu. Je vais arriver aux finances publiques locales. C'est une digression de ma part. D'accord, très éloigné. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est un lien avec ce que je vais présenter au point 1.2 en finances publiques locales.
ce que je disais, toutes ces énumérations que je viens de citer, ben, on les ressent nous aussi dans nos communes. Hein. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vais parler de la stratégie de la prévision budgétaire. Donc les finances publiques locales, et là vous allez voir qu'il y a un lien. Comme chaque année, depuis l'annonce par l'État des premières baisses de dotation en 2011, l'élaboration du budget 2020 va s'opérer dans une relative incertitude. En effet, les contours précis de la réforme de la fiscalité directe locale ne sont pas encore connus. Là aussi, on parle de valeurs locatives, de révision des valeurs locatives. Alors maintenant, c'est repoussé à 2023. Alors bon, pourquoi pas 2023 hein, mais chaque année, on nous dit que ça va être revu. Eh bien non, ce n'est pas revu, c'est toujours reporté. Donc c'est vrai que dans ces contextes-là, faire de la prospective, ça devient très complexe. Donc l'État a certes confirmé la disparition de la taxe d'habitation à l'horizon 2021. Et le président de la République s'est engagé à compenser à l'euro près la perte des recettes qui en découlent. Mais les modalités précises de compensation de cette composante essentielle du budget communal, on le reverra en termes de pourcentage dans nos recettes, hein, la taxe d'habitation a représenté 27% des recettes réelles de fonctionnement en 2008, reste incertaine. Alors c'est vrai que quid de la compensation à l'euro près, donc ça sera 2023, l'absence de marge de manœuvre pour les communes qui résidaient dans l'augmentation des taux, là aussi, pas de marge de manœuvre, donc un transfert des taxes foncières des départements. Tout ça c'est très très flou, c'est vrai que quand on fait un budget et une prospective, ça devient très complexe. Côté recettes, on note toutefois que les composantes de la dotation globale de fonctionnement sont à nouveau à la hausse depuis 2018. Alors, à la hausse, un chiffre, hein, donc on avait 1,4 million en 2014, on est à 800 000 à peu près aujourd'hui, et on attend une vingtaine de mille d'euros de plus. Mais enfin, on n'est pas en régression, on augmente. Et vous verrez tout à l'heure que la perte sèche que l'on a eue durant ce mandat. Certes, au rythme actuel, donc ce que je disais, le niveau actuel de la DGF de 2014 ne sera pas atteint avant l'exercice 2028. Mais il s'agit d'une tendance positive, oui, qui, soutenue par la dynamique démographique, offre à la collectivité des perspectives plus claires pour envisager l'avenir. Donc le budget 2020, les éléments de rétrospective. Donc la commune de Bois était fortement impactée par les baisses de dotation d'État. Pour mémoire, les dotations, subventions et participations représentaient 30,65% des produits de gestion en 2011. En 2018, la part que représente cette source de financement dans les produits de gestion s'était réduite jusqu'à atteindre 22%. On est passé de 30% à 22% dans une dotation quand même, qui était l'essentiel des ressources de notre commune. Une telle diminution s'explique en grande partie par la baisse cumulée des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement, 1,4 million 800 000. Pas une petite perte. Donc en cumulé, hein, on le répète ça régulièrement, donc durant le mandat, en fonctionnement, c'est 3 millions de pertes cumulées que la commune a perdues. Et en plus avec un dynamisme. En effet, entre 2011 et 2016, l'enveloppe de la DGF, dotation globale de fonctionnement, attribuée à la collectivité a diminué de 40%. Au final, la ville de Bois accuse sur la période 2011-2019 une perte cumulée de dotation estimée, j'ai dit 3 millions, 2 092 euros, ce qui équivaut à 44% de ses produits de gestion de l'année 2017. Donc l'évolution des composants de la dotation globale de fonctionnement, vous avez un petit schéma qui retrace effectivement qui corrobore ce que je viens de dire. Mais les efforts d'une gestion rigoureuse ont porté leurs fruits. Alors je sais bien que des fois je dis qu'on ne fait pas d'efforts rigoureux, mais quand vous avez une baisse importante des recettes, quand vous avez une commune dynamique, c'est-à-dire une augmentation environ de 4% de la population, des services qu'on a étendus, etc., on arrive quand même globalement, donc, des moins en recettes et contraintes. C'est pas notre cas, pas d'augmentation d'impôts, ça c'est une volonté politique depuis 11 ans que nous n'avons pas augmenté nos taux, et malgré ça, avec un dynamisme de notre commune, on arrive à un taux d'épargne de 11%. C'est-à-dire qu'en fait, durant ce mandat, on a réussi à faire tous nos investissements sans avoir recours à l'emprunt. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un effort de gestion rigoureuse. Les efforts de gestion réalisés par la commune, tant sur les charges à caractère général que sur le cadrage financier des subventions aux associations, en matière de dépenses de personnel, ont permis de maîtriser l'effet ciseaux que les baisses de dotation laissaient craindre depuis 2014. À titre d'exemple, on observe que la collectivité est parvenue à rapprocher les tendances en matière d'augmentation de la population d'une part et des dépenses de personnel d'autre part. C'est vrai que
deux courbes qui sont relativement linéaires, hein, entre l'augmentation de la masse salariale, 3,8 millions, je le rappelle, sur un budget de 7 millions, et l'évolution de la population. Après une année 2016 marquée par la diminution en volume des charges à caractère général et des charges de personnel, celles-ci ont pu augmenter depuis 2017, pour accompagner la dynamique démographique, la collectivité parvenant à maintenir une épargne nette suffisante, 11,6% en 2018. Donc la structure et gestion de la dette, il y a quelques modifications liées à l'abandon du CIVA, tel qu'il était. En 2019, donc, la collectivité a eu recours à l'emprunt pour la première fois depuis 2011 afin de constituer des réserves foncières et de financer le renouvellement d'une partie de sa flotte de véhicules. Le montant total de l'emprunt nouvellement souscrit s'élève à 300 000 €. Donc je rappelle, hein, 2 emprunts pour le terrain pour l'implantation des futurs groupes scolaires et puis un terrain pour, là aussi, le futur centre technique. Le reste, 70 000 € étant pour le renouvellement de notre flotte de véhicules, pour des raisons d'abord, de sécurité, puis aussi de financement, et d'économie, puisqu'on avait une flotte relativement vieillissante qui nous coûtait fort cher en réfection et en entretien de véhicules, et donc il y a la nécessité d'avoir un plan de renouvellement de nos véhicules sur plusieurs années. Donc, on a commencé l'année dernière, et on poursuit cette année par l'achat de 3 véhicules. Au 31 décembre 2019, l'encours de la dette s'établit ainsi à 3 202 108 €. Alors, par ailleurs, la dissolution des CIVA, que je disais tout à l'heure, d'Herbauge, prononcée au 31 décembre 2018, a remporté le transfert d'une ligne d'emprunt dont le capital restant dû s'établissait à cette date à 423 529 €. Pardon. Donc cette dette s'éteindra en 2026. Hein. Souvent, on avait donc ce fameux emprunt lié à la salle Bélestre, hein, qui n'est pas près de s'éteindre. Hein. C'était 4 millions, plus l'emprunt qu'on a fait. Celui-là, justement, il y aura une tombée de capital, ce qui nous arrange bien, en 2026. Donc ainsi, le niveau d'endettement sera de 409,60 € par habitant au 31 décembre 2019, donc c'est une commune peu endettée, contre 550 € en 2014, ce qui est très largement inférieur à la moyenne des communes du département, même si les comparaisons sont des fois difficiles. Hein. Mais en fait, on peut considérer comme une commune peu endettée. En 2020, la collectivité ne prévoit pas de recourir à l'emprunt pour financer ses investissements. Au terme du mandat municipal, l'engagement de maintenir un niveau d'endettement inférieur à celui de 2014 est donc tenu, le capital restant dû ayant été réduit de 16%, presque 17% sur la période. Donc pas d'emprunt toxique, donc puisque nous avons des emprunts à taux fixe, hein, avec un taux moyen pondéré à 2,38, il aurait légèrement diminué puisque les emprunts récupérés de la dissolution du CIVA étaient des taux très attractifs, on va dire. Donc les orientations budgétaires pour l'exercice 2020, donc les charges de gestion, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur est fixée à 370 000 € maximum en 2020. Compte tenu du niveau d'inflation annoncé entre 1,20 et 1,40, de l'augmentation de la fréquentation des services et des recrutements engagés, il est anticipé une augmentation sensible des charges de gestion. De leur côté, les atténuations de produits devraient augmenter en 2020 sous l'effet du prélèvement au titre de la loi SRU. Donc atténuation de produits, donc de charges, hein, l'ATC, l'attribution de compensation à Nantes Métropole, de 69 000, et puis là c'est aléatoire, mais vous savez qu'on a un tableau de suivi que j'ai entre autres crédits, pour justement atténuer cette pénalité liée à l'objectif de 25% de logements sociaux sur notre commune. On doit être à 14 maintenant, 13, 14 13. D'accord. Enfin, les charges de personnel devraient progresser de 4,35 en 2020, essentiellement en raison du glissement et vieillissement technicité, le fameux GVT, bien que le point des fonctionnaires n'augmente pas, un peu, je pense, personnellement je le regrette. Ça fait quand même un certain temps qu'il est gelé, même si pour la commune c'est pas un avantage, mais enfin là aussi, le personnel qui est de service d'un public, on doit aussi en tenir compte. Et c'est vrai que personnellement, je trouve que le point, je crois qu'on est tous d'accord, n'a pas augmenté depuis un certain temps et ce n'est pas normal. De la nécessaire adaptation du dimensionnement des services municipaux au développement de la commune, laquelle conduit à des recrutements dont certains ont été engagés en 2019, notamment le deuxième emploi du policier municipal qui donc arrivera début janvier. Donc voilà, vous avez un graphe qui montre
l'évolution de la masse salariale. On arrive en gros à 3,8 millions. Alors les produits de gestion. Les produits de gestion se répartissent essentiellement entre impôts et taxes, 66%, dotation, subvention et participation, 20%, et produits des services, 12%. Alors les produits des services, c'est pas neutre, on le regarde tout à l'heure, mais c'est quand même 800 000 €, essentiellement lié aux services jeunesse et scolaire. En comparant cette répartition avec celle de l'année 2011, on peut mesurer la part croissante des produits de fiscalité dans l'ensemble des ressources de la collectivité, en raison notamment du très fort recul des dotations de l'État. Les impôts et taxes représentaient 54% des produits de gestion en 2011 contre 66% aujourd'hui. Alors ça augmente, mais c'est parce que les dotations de l'État ont fortement diminué. Les impôts et taxes. Pour la 11e année consécutive, la commune de Boye ne montrera pas les taux de fiscalité directe locale en 2020. En revanche, la bonne dynamique démographique a fait une augmentation des bases fiscales, donc un accroissement du produit des taxes foncières et d'habitation. On peut compter sur un effet de base soutenu par cette dynamique, mais également par l'actualisation automatique indexée sur l'inflation de l'année précédente et qui devrait s'élever à 1,30 au minimum. Alors, je rappelle que là aussi les taux sont fixés par rapport à une valeur locative moyenne. La valeur locative moyenne de Boye est très faible, pour différentes raisons. Elle est de 3169 €, pardon, je vais y arriver. Il y a des communes plutôt riches, on va dire, qui ont des valeurs locatives sur 6 000 €. C'est vrai que quand vous adossez sur une valeur locative de 3 000 ou 6 000 € un taux identique, ce n'est pas tout à fait la même recette pour la commune. Concernant la taxe d'habitation, l'abattement prévu par l'État entrera dans sa 3e année d'application. Au total, quand même, à la fin de la réforme, c'est 17 milliards. Je le dis parce que cet argent-là aurait pu peut-être servir pour les hôpitaux, par exemple. Les ménages assujettis à la taxe d'habitation, à l'exception des plus hauts revenus, il faudrait encore définir ce qu'est un haut revenu en France, bénéficieront d'une dernière baisse d'un tiers du montant de taxe d'habitation. Cet abattement sera compensé intégralement par l'État, sans perte financière pour les collectivités en 2020, tout au moins. Je vous disais tout à l'heure, on a quand même quelques inquiétudes. C'est l'expérience. À plus long terme, on suivra attentivement les décisions prises en loi de finances sur la réforme de la fiscalité directe locale. Celle-ci devrait porter ses premiers effets en 2023, avec des conséquences potentiellement importantes pour la commune, puisque celle-ci pourrait se voir attribuer la fraction départementale de taxe sur le foncier bâti, complétée d'un fonds de compensation de la réforme de la taxe d'habitation privée de l'effet de taux. C'est vrai que la relation entre les impôts locaux et la population, c'était quand même un point important qui va en partie d'Israël. Je ne sais pas ce qui vous fait sourire, monsieur. Je dis quel réquisitoire contre le gouvernement et la République en marche. Félicitations. Personnellement, je ne suis pas la République en marche. Non, mais je comprends ça. Je n'ai jamais changé, moi, personnellement. Ceci dit, on ne va pas faire un débat politique, mais il faut quand même faire des réformes en France. Mais qui soient justes. Et très bien expliquées, surtout. Au chapitre des impôts et taxes figure également, on ne peut pas parler de ça, parce que les dotations de solidarité communautaire, dont on estime qu'elles devraient progresser de 2% en 2019, peut-être un peu plus. Les taxes additionnelles de droit de mutation que l'on anticipe en recul. Alors là, aujourd'hui, on vient de rentrer les chiffres cette année. On aura, en général, pour établir le budget, puisque c'est quand même très aléatoire, mais il y a une forte dynamique sur Boye, pas que, mais sur Boye en particulier. C'est vrai qu'on met au budget 266 000 €. Oui, c'est ça, 266 000 €. On va là encore cette année dépasser les 300 000 €. On les a dépassés. Il y a encore quelques recettes. Tout n'est pas encore bouclé dans le budget. Donc, mais bon, il faut être très très prudent. Encore une fois, et je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'était 100 000 €. Je ne sais plus, je suis rendu. Taxe sur la consommation d'électricité. Oui, la taxe sur la consommation d'électricité, donc c'est pas une petite somme non plus, c'est un peu plus de 60 000 €. C'est une augmentation régulière de 2 à 3%. Donc au chapitre des impôts et taxes figure également la dotation de solidarité communautaire. Donc on estime qu'elle devrait progresser de 2% en 2019. Bon, ça ne sera pas une grosse somme, 25 000, 27 000 €. Les taxes additionnelles de droit de mutation. La taxe de la consommation, oui, pardon, je relis ce que je viens de dire. Voilà. Donc, dotation, subvention et participation. Donc, les dotations de l'État devraient évoluer de 27 000 € environ en 2020. Une goutte d'eau. Produits et services, il sera proposé d'augmenter les tarifs des services municipaux, mais on le reverra dans la délibération suivante, ou une des délibérations suivantes, de 2,50 en 2020, et on expliquera pourquoi d'ailleurs.
Intérêt de la dette. Donc, le désendettement de la collectivité conduit à une réduction progressive des intérêts réglés à l'échéance. Par ailleurs, les nouveaux emprunts contractés en 2019 ont été à des taux très faibles. Ainsi, les charges financières devraient s'établir à moins de 90 000 € en 2020 contre 149 900 en 2012, soit une réduction de 40% en 8 ans. On parle des intérêts, bien évidemment. Projet d'investissement. Donc, les priorités de la collectivité en matière d'investissement peuvent être déclinées en 5 axes par ordre de priorité. C'était ça que je voulais aborder au niveau de la stratégie. Alors, il y en a 5 axes. Alors, le premier, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, la priorité sera donnée aux projets d'investissement qui contribueront à garantir la sécurité des personnes et des biens dans les bâtiments ou sur l'espace public municipal. Sont concernés par cet axe, les dépenses d'investissement visant à réaliser les travaux de consolidation et de mise en sécurité du bâti. Donc il y a une vraie réflexion qui s'est engagée depuis un certain temps, mais là qui s'est accentuée, qui va s'accentuer. Sont également concernées les dépenses d'acquisition de matériel de mobilier qui visent à limiter les risques professionnels et aussi la fatigue. Il y a beaucoup de métiers dans nos communes qui sont des travaux assez physiques, et donc quand on peut pallier et avoir recours à des machines, tout simplement, il ne faut pas s'en priver. Là, il y a une concertation avec les personnels qui se passe plutôt bien, d'ailleurs. Sont également concernées les dépenses d'acquisition et visent à limiter les risques professionnels en application du document unique d'évaluation et de prévention des risques. Alors, le deuxième axe, c'est engager les travaux indispensables à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées. C'est vrai, on peut le dire, on a pris un peu de retard, et donc là, on va plus viser 1 ou 2 bâtiments et vraiment réaliser de A à Z tous ces travaux d'accessibilité aux bâtiments. Le troisième point, c'est engager des études préalables au lancement des chantiers de création d'équipements structurants du prochain mandat. Donc la collectivité engagera les études préalables nécessaires pour engager les chantiers structurants du prochain mandat, le futur groupe scolaire, bien évidemment. Le futur centre technique municipal, on parle bien d'études, pas forcément de réalisation. Et l'extension de la médiathèque, bâtiments, parcs et parkings feront partie des priorités. Je dis bien les études préalables. Développer, le quatrième point, les stratégies de remplacement et d'amortissement du matériel municipal, on l'a évoqué tout à l'heure. On vient ainsi à maintenir en bon état d'usage le parc mobilier, matériel et véhicules notamment, afin d'éviter les frais de fonctionnement trop élevés, les phénomènes de renouvellement massif de la flotte. Ainsi, après les véhicules dont il convient de poursuivre le renouvellement au rythme défini en 2018, donc nous avons un tableau, il est proposé d'axer le travail sur la stratégie de gestion et de renouvellement du matériel informatique, y compris scolaire. Je crois que c'est important d'adapter effectivement le matériel informatique à l'évolution de nos services. Donc le cinquième point, c'est accompagner les directions en les dotant d'outils adaptés à leur mission. Donc l'année 2020 doit permettre de consolider les différentes phases de réorganisation engagées depuis 2016. Cette consolidation passe par la réalisation d'investissements pour doter les services de gestion de matériel et de mobilier moderne. On avait aussi, notamment en termes informatiques, sur les finances, un certain retard. Donc là, on va pallier. Enfin, un retard aussi. Encore faut-il avoir les moyens pour réaliser les investissements nécessaires. Par ailleurs, la collectivité assurera l'entretien courant de son patrimoine bâti, des chemins de randonnée, le renouvellement de son matériel, de ses véhicules, de son mobilier, et poursuivra ses investissements en vue de réaliser des économies d'énergie. Donc le financement des investissements, la collectivité n'envisage pas de recourir à l'emprunt, comme on disait tout à l'heure, pour financer ses investissements en 2020. Le financement de l'investissement se fera par l'intermédiaire du virement de la section de fonctionnement, des reports des années antérieures et des subventions. Donc le besoin de financement au sens de l'article 13.2 de la loi de programmation des finances publiques serait donc nul. Bien, merci Jacques pour ce rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2020. Et donc après le rapport, s'engage le débat. Donc, qui souhaite avoir la parole pour débattre? Madame Gobin, je vous en prie. Avant de mon intervention, je vais apporter une petite précision à M. Château. Effectivement, c'est jamais trop ou jamais assez, mais le point d'indice de la fonction publique n'est pas gelé depuis des années. Il a été réévalué, puisque le président Hollande avait promis la réévaluation avant d'annoncer qu'il ne serait pas candidat. Il a été réévalué de 0,6 fin 2016 et à nouveau 0,6 début 2017. On va mettre à jour vos données. On est d'accord. Donc, on aurait pu penser, monsieur l'adjoint Finance, que ce dernier débat d'orientation budgétaire de la mandature nous offre une lecture apaisée de la situation budgétaire de la commune, ne serait-ce que pour rassurer les électeurs soucieux de l'état de santé des finances publiques locales. Bien non, il n'en est rien.
Au lieu de ça, vous nous promettez même une augmentation sensible des charges de gestion. Et nous ne sommes pas convaincus que l'état d'économie mondiale sur laquelle vous vous êtes longuement penché y soit pour quelque chose. Nous avions tous reconnu que des efforts avaient été réalisés pour maîtriser les charges à caractère général en 2016. Et là, cet effort s'est vite essoufflé et nous repartons désormais dans une courbe inverse. Vous exposez un graphique de l'évolution comparée de la population et de la masse salariale. À nos yeux, celui-ci ne présente aucun intérêt pour 3 raisons au moins. Effectivement, pour vous, c'est le moyen de justifier l'augmentation de la masse salariale. Donc, c'est 3 raisons. Premièrement, les derniers chiffres officiels de l'INSEE datent de 2016 pour une population dénombrée en 2015. Donc, vu l'expansion immobilière de la commune depuis cette date, les chiffres présentés à ce jour ne constituent que des hypothèses. Deuxièmement, le rapport entre la progression de la population et la masse salariale ne sont pas intimement corrélés. Même s'il existe des rapprochements, il est vrai. Si ce ratio présentait un quelconque intérêt, il figurerait au premier rang des indicateurs obligatoires à fournir à l'appui du compte administratif, or il ne l'est pas. Enfin, en focalisant l'attention sur ce graphique, vous détournez l'intérêt qu'il convient de porter à la progression de la masse salariale et du budget de fonctionnement, ce qui constitue des données fiables et immédiatement vérifiables. Or, c'est précisément là que le bas blesse. Nous avons donc réalisé pour vous cette comparaison. Entre le compte administratif 2014 et le DOB 2020, la masse salariale a progressé de 27,47%. En 2014, la masse salariale représentait 57,53% du budget de fonctionnement, et pour 2019, elle est évaluée à 58,87%. Donc on attendra bien évidemment le compte administratif en début d'année prochaine pour avoir la réalité du chiffre. Pour 2020, vous avez évoqué en commission une enveloppe salariale de l'ordre de 3,8 millions d'euros. Quand on prend la calculette, on arrive à 3 913 125 000 euros précisément. J'ai fait ce calcul, je pourrais vous le redire, sur la base des données que vous nous avez faites, plus 4,35% d'augmentation. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 000 euros d'écart avec votre affichage. Vous connaissez qu'un arrondi à plus de 100 000 euros laisse perplexe quant à la fiabilité de vos chiffres. En ce qui concerne les investissements, vous nous proposez cette année, non pas une longue liste à la Prévert comme les années passées, mais un développement argumenté de vos projets. Ça nous la pression, je pense qu'on va même finir par vous regretter. Le premier point est consacré à la sécurité des personnes et des biens. Concrètement, pouvez-vous nous dire de quel type d'investissement il s'agit? S'il s'agit d'équiper les points névralgiques de la commune de vidéoprotection, nous nous en réjouissons. Car cette mesure d'une politique sécuritaire accrue, nous l'avions proposée en 2014. Dommage que vous ayez attendu 6 années et les trop nombreux faits de délinquance pour agir. Vous annoncez également l'extension de la médiathèque. Même si nous approuvons les études pour l'extension de la médiathèque, même si nous approuvons pleinement le principe de cette valorisation d'un équipement culturel structurant, nous pensons qu'engager ce projet à 3 mois des élections municipales est un effet de manche, un affichage électoral pour satisfaire la bonne réalisation de votre programme de 2014. Vous savez comme nous, ces études ne vont pas prendre corps avant les élections. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser à la future équipe le soin de définir le programme et le calendrier de cet investissement? Donc ce projet d'orientation budgétaire pour 2020 que nous ne cautionnons pas n'est pas celui de la sérénité, mais celui d'un candidat en campagne. Je voudrais ajouter, pour illustrer par l'exemple le propos concernant notamment l'effort qui sera apporté à la lutte, à la sécurité des biens et des personnes. Cette nuit encore, l'école de musique et le centre de loisirs ont fait l'objet d'un cambriolage. Le 3e en 2 ans, plus qu'une tentative d'incendie. Malgré les demandes réitérées, ce bâtiment n'est toujours pas équipé ni d'alarme liée à une télésurveillance, ni de caméras. Les caméras de la salle pédestre ne permettent pas de pouvoir les utiliser suffisamment dans de bonnes conditions. Donc, qu'est-ce qu'on en attend pour que, enfin, une solution soit trouvée pour cet équipement et pour les autres? Je ne veux pas répondre sur tous les points, mais juste sur un point financier, moi je ne vais pas répéter, on peut saucissonner effectivement chaque chiffre, hein, globalement. Vous avez vu la perte de dotation, quasiment 3 millions de recettes. Nous n'avons pas augmenté les impôts locaux depuis 11 ans, c'est un choix politique. La population et les services ont véritablement augmenté. C'est une dynamique qui ne peut que s'en réjouir.
Et malgré ça, nous n'avons pas recouru à l'emprunt, donc nous avons autofinancé nos investissements, je parle globalement, parce qu'on est à l'époque du bilan. Et concrètement, nous avons maintenu quasiment un excédent de fonctionnement, je vous dis aux alentours de 11%, je peux vous donner des chiffres, 800 000, on a un peu baissé l'année dernière, 600 000, mais c'est logique. Quand vous avez une grosse perte de recettes d'une entreprise dynamique et que vous ne montrez pas les impôts, nécessairement les ratios ont tendance à, effectivement, y compris les frais personnels, à augmenter, ce qui est logique. Et globalement, quand on fait ce constat-là objectif, on ne peut pas nous accuser, on n'arrête d'augmenter les impôts, on arrête, etc. On veut tout, mais moi, la sécurité, je ne vais pas y répondre, parce que je pense que Jacques va y répondre, les autres, oui, mais je veux bien répondre au moins financièrement, parce que la sécurité, on a quand même fait, on a sécurisé à nos frais de la commune toute la zone la zone des Ormeaux, pardon, je vais y arriver. Et puis, on a, bâtiment par bâtiment, équipé de caméras, un certain nombre de bâtiments, on a une société de sécurité, etc. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et croyez-moi, tous les mercredis, quand on se réunit, quand on apprend les dégâts qui sont occasionnés dans nos bâtiments, on en a jusque-là. Donc, bien évidemment, il y a une réflexion qui va s'entamer, une réflexion vraiment, plus qu'une réflexion, bien sûr, c'est pour ça que je vais laisser prendre la parole. Croyez-moi, c'est un sujet qui nous importe, il y a le recrutement du policier municipal, tout ça, ça ne suffira pas. Donc il y a une vraie réflexion qui s'engage bâtiment par bâtiment. Voilà. Sur le reste, je vous dis, moi, je préfère répondre globalement, je vous ai répondu sur les chiffres, moi après je vais disséquer les uns après les autres, et globalement, sans augmenter les impôts, avec une pas de dotation de 3 millions, sans le recours à l'emprunt, on a réalisé, je pense, pour moi, un mandat correct. Vous donner quelques éléments, bien sûr, de réponse sur 3 points. Donc, sur les protections, la médiathèque et puis peut-être la masse salariale. Alors, la vidéoprotection, je ne peux pas souscrire à ce que vous avez dit en disant vous n'avez rien fait, enfin, je ne sais pas quelle était la formule exacte, puisque vous n'avez rien fait depuis. Nous avons commencé en 2014, donc au début de ce mandat, par l'implantation, dans le cadre d'un dialogue que nous avions eu à la fin du mandat précédent avec les chefs d'entreprise des 2 parcs d'activité qui existent sur la commune de Boueil, qui étaient victimes de cambriolage ou de tentatives aussi d'effraction, et qui nous demandaient une aide sur l'espace public. Donc, nous l'avons installé au début de ce mandat sur nos 2 parcs. Nous sommes maintenant équipés de caméras sur l'espace public, et régulièrement, les forces de gendarmerie demandent à pouvoir consulter les bandes vidéo. Puis nous avons équipé nos 2 salles, nos 2 ensembles sportifs, c'est-à-dire la salle René Gauthier et l'ensemble sportif de Bélest, de caméras devant, derrière, à l'extérieur. Là aussi, c'est l'espace public qui aujourd'hui fait l'objet de vidéoprotection. Et là encore, ça a permis des fois de lever des doutes quand les gendarmes le demandent, voire d'arriver à identifier des auteurs notamment de violence, je pense, aux abords du lycée, où un auteur a été confondu grâce à ces images que nous avions enregistrées. Pour la question que vous posez sur l'année 2020, c'est-à-dire les objectifs qui sont fixés là, nous mettrons au budget, en concertation avec la gendarmerie sur l'espace public, il y a un nœud central aujourd'hui sur le passage des véhicules, ce qui est la place des échoppes. Il y a effectivement beaucoup de véhicules qui peuvent se diriger ensuite dans un sens ou dans l'autre. En écoutant la gendarmerie, c'est aujourd'hui le site qui est recommandé si nous souhaitons équiper l'espace public d'une vidéoprotection. Et quant à nos bâtiments, alors, je fais le lien. Oui, pardon, je termine peut-être. Je me permets, puisque vous avez dit que vous interviendrez à la médiathèque, etc. Oui. Sur la sécurité, puis j'interviendrai. Je termine peut-être. Oui, ah non, je vais terminer, parce que pour nos équipements municipaux, alors je suis, croyez-le bien, choqué même de ce qui s'est encore produit cette nuit. Moi, quand on m'a informé ce matin, bon, on est quand même largement écœuré par ça, parce que le dernière intrusion, c'était juste avant les vacances de la Toussaint, qui se passe à peine un peu plus d'1 mois. Les choses ne sont même pas encore tout à fait réparées. Nous avons lancé des actions pour mettre ce bâtiment à la fois, là aussi, avec des caméras intérieures et une alarme puissante. On est en phase de devis, oui, vous connaissez aussi les délais pour pouvoir réaliser, et on vient d'être à nouveau victime d'une 2e tentative. Il faut vraiment que nos bâtiments, c'est une priorité, et nous verrons tout à l'heure que nous avons une délibération pour des anticipations budgétaires comme chaque année. Précisément, l'objectif, c'est qu'à la rentrée de janvier, ce système équipe et le centre de loisirs et la salle de Bélest. Le centre de loisirs, notre priorité, mais également Bélest, qui
pourrait être traité dans ce budget 2020. Donc voilà pour répondre à vos questions. Si c'est l'espace public, ce sera la place des échoppes, et si c'est nos bâtiments, c'est d'abord le centre de loisirs et l'ensemble sportif de Bellestre. Et juste pour vous dire quand même que ça a une certaine efficacité, puisque nous avons des bâtiments qui sont sous alarme. Alors c'est vrai que le centre aéré, il existe depuis 1995, je crois. Il y a eu dans son histoire quelques mésaventures, mais à ce point, et à ce point de répétition qui, moi, me font penser à une sorte de harcèlement quand même, là, en permanence. On n'a pas connu des épisodes de cette nature. Il faut aujourd'hui renforcer, on ne va pas rester les bras croisés et banaliser en fait ces infractions. Il faut réagir. Nous allons le faire avec les moyens de l'argent public, malheureusement. Monsieur Éperville. Non, d'abord, premièrement, que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas d'en faire un sujet polémique ou un sans faux, parce que nous sommes tous autour de la table désolés de ce qui se passe. Les premiers pénalisés, ce sont nos concitoyens, et je dirais même le plus souvent, ce sont les enfants de nos concitoyens, et parmi les plus modestes qui n'ont pas les moyens d'avoir d'autres activités. Et nous sommes comme vous, complètement scandalisés. Donc je comprends et je la partage, votre inquiétude et votre souci d'améliorer les choses. Par contre, permettez-moi de vous reprocher, vous êtes dans un process de réaction. En 2014, quand nous l'avions dit autour de cette table, proposez tout ce que vous voulez faire là, dans les mois qui viennent, quand nous avons proposé un policier municipal supplémentaire, on était dans de la prévention, car je pense, comme beaucoup autour de la table, que la prévention vaut beaucoup mieux que la répression. C'est vraiment, et je crois que plus on sera dans un phénomène de prévention avec nos jeunes, parce que malheureusement ce sont souvent les jeunes, espérons-le que ce soit le cas. Là, je pense qu'en l'occurrence, ce sont des bandes organisées qui viennent avec des camps. Là, on est plus, c'est pas des incivilités, ce qui se passe au centre de loisirs. Mais ce que je veux dire, donc ce que je veux dire, c'est que je vais terminer, donc puis je vais vous redonner la parole, mais on est trop dans la réaction en ce moment parce qu'on n'a pas voulu, à un moment donné, être dans la prévention. Et on le paye très cher. Et ce que je crains, mais j'espère avoir tort, je souhaite de tout mon cœur avoir tort, c'est qu'on n'est pas dans un espèce d'enchaînement, une espèce d'échelle de perroquet, et c'est à celui qui va faire la dégradation la plus forte. C'est tout. J'en suis là. Donc je regrette qu'on n'ait pas que toutes les mesures que je partage entièrement, celles que vous voulez prendre, je les partage. Pourquoi ne les avons pas fait avant? Malheureusement, je n'ai pas l'heure exacte des faits, mais la fois précédente, nous avons pu avoir l'heure grâce aux caméras qui étaient sur la salle de Bellestre, parce que la lumière du bâtiment qui s'allume par détection de présence a été perceptible sur les images vidéo donc, avant les vacances de la Toussaint, donc on sait à quelle heure ça s'est produit. Donc c'était dans la nuit. Même avec 2 policiers municipaux, puisque nous en aurons 2 le 2 janvier, notre 2e policier municipal arrivera, mais il ne sera pas à la nuit. Ils vont pouvoir élargir le spectre de leur présence, notamment le samedi, ce qui est une attente aussi pour la sérénité des activités associatives. On peut élargir un peu, bien évidemment, on est obligé de s'arrêter à 5h30 le soir, mais dans la nuit, même 2 policiers municipaux, même 3, ne font pas des rondes. Voilà. Donc ça ne peut pas résoudre malheureusement tout. On ne peut pas mettre un vigile à demeure non plus. On sait bien aussi que les policiers municipaux, certes, ils ne peuvent pas être 24/24, c'est une évidence, mais les petits délinquants, notamment, on n'est pas tout à fait dans ce domaine-là, mais les petits délinquants, quand ils savent que le terrain est occupé par des policiers municipaux, qu'il y a régulièrement des rondes, qu'il y a régulièrement une présence et un œil de vigilance, ça les dissuade quand même. Donc, même si ça s'arrête à 18h ou 19h, c'est déjà montrer qu'il y a cette volonté de ne pas laisser faire et qu'il y a un phénomène de contrôle, la situation est sous contrôle. On est tout à fait dans cet esprit-là. Là, on est effectivement sur une autre dimension, puisque tout ceci pour aller essayer de récupérer, parce qu'ils ont maintenant compris qu'il y avait des chèques, notamment à l'école de musique. Je ne sais pas comment ils essaient de les réutiliser, mais on voit que là, il y a une récurrence et on vient équiper de matériel pour forcer les portes, on met des gants pour pas qu'on ait d'empreintes. Donc, on est quand même dans des équipes qui sont on est dans des délits. Hein.
Voilà, je passe à mon deuxième sujet. Oui. Juste une remarque, c'est complètement d'accord sur l'anticipation. Complètement d'accord. Par contre, le phénomène, il est récurrent dans toutes les communes. Oui. Moi, je suis Il faut faire notre boulot. Après, on ne peut pas nous reprocher, encore une fois, je suis d'accord pour prioriser cette action et on est tous d'accord. C'était peut-être pas, on n'a rien avis du budget, je peux vous dire quand même, sur la sécurité. On ne peut pas nous reprocher après que la masse salariale augmente, que les dépenses augmentent, parce que ça coûte très très cher. Il faut resituer les choses et on interpellera les autorités compétentes, en l'occurrence l'État, parce que faut quand même rappeler que la tranquillité publique, le maintien d'ordre, c'est une compétence régalienne de l'État. On a des policiers municipaux qui finalement, je me rappelle un jour de l'ancien maire de Saint-Herblain, sénateur Gauthier, qui avait fait la démonstration, lui il avait accès aux comptes nationaux. Il nous montrait qu'à l'époque, la baisse, c'était sous le président Sarkozy, la baisse du nombre de policiers correspondait finalement à l'augmentation des policiers municipaux. On voit bien que le besoin de sécurité, il est là, et après, c'est qui paye. Et on a un transfert de charges. Les échanges que je peux avoir avec nos forces de gendarmerie m'ont rappelé récemment qu'il y a encore quelques années, il n'y a pas très très longtemps, le ratio, c'était à peu près un gendarme pour 1000 habitants. Ça, avec ça, on arrive à peu près à faire face à la situation. La communauté de brigade, le Pèlerin-Boueil, c'est 40 000 habitants, 9 communes, 40 000 habitants. Toutes les communes, à part Saint-Aignan, ont connu une croissance depuis pas mal d'années. Nous devrions donc avoir 40 gendarmes selon ce ratio, qui sont 27. Voilà le gros, là où le bas blesse. Il faut qu'on travaille vis-à-vis des services de l'État, vis-à-vis de la préfecture, pour obtenir des moyens supplémentaires. On ne passera peut-être pas à 40, mais on a besoin au moins de 4-5 gendarmes supplémentaires pour l'ensemble de la brigade. Et en plus, une forme très particulière, parce qu'on a une forme là, de banane entre Pont-Saint-Martin et Chex. Donc s'il y a un mauvais coup sur Pont-Saint-Martin et qu'il faut aller ensuite au Pèlerin, il y a une perte de temps qui se passe dans la voiture des gendarmes, et là, il n'y a aucune action. Donc il y a vraiment peut-être un redécoupage aussi à imaginer pour qu'on puisse être plus efficace avec le même nombre de gendarmes. Oui. Juste sur la répartition de la circonscription de la gendarmerie, je pense que si vous imaginez travailler sur une répartition géographique, un petit peu étendre ou moins étendre cette répartition, c'est au niveau départemental qu'il faut le faire. Oui, tout à fait. Parce que vous prenez pareil la brigade de Prandic, enfin la brigade de Machecoul, elle s'étend à un territoire, il faut 3 quarts d'heure pour traverser le territoire, donc c'est énorme. Il faut aujourd'hui que l'augmentation de population, elle soit suivie, y compris à ce niveau-là, par les services de gendarmerie. Je passe à la question de la médiathèque. Alors, vous nous avez rappelé tout de suite, M. Épervier, votre attachement à votre programme de 2014. Je peux vous garantir que nous avons le même en ce qui concerne notre programme de 2014. Cet attachement, il est même encore plus grand puisque nous avons été élus majoritaires. Donc, nous avons encore plus d'obligations de tenir nos engagements. Et dans notre programme de 2014, nous avions effectivement envisagé une extension, pas un très grand agrandissement, mais une extension de la médiathèque. Les baisses de dotation, quand on perd 3 millions, il faut chercher des économies. Donc nous avons fait le choix volontairement de différer cette extension au mandat suivant, donc à partir de 2020. Il nous paraît bon aujourd'hui de faire une étude qui serait globale, puisque vous le savez, derrière l'espace qui est derrière la médiathèque est un espace communal. Donc on a une place du marché qui a été remis au goût du jour. Derrière, ça reste encore un petit peu aléatoire, plus un terrain qui peut être aménagé pour les loisirs. Donc là, il y a une étude à faire en 2020. Maintenant, le résultat des élections, l'équipe qui sera élue aura toute liberté de modifier, de réaliser cela. C'est ce que nous espérons si nous nous succédons à nous-mêmes, et notre équipe pourra changer, bien évidemment, par une décision modificative. Donc il n'y a pas de contrainte là-dessus. Il est évident, quand vous allez à la médiathèque, aujourd'hui, c'est quand même bien serré. L'espace interne de la médiathèque, les rayonnages sont quand même bien serrés. Ce n'est pas du luxe d'avoir une petite extension, là aussi. Le nombre de lecteurs, comme la population, s'est bien développé. Et troisième point, sur la masse salariale, c'est vrai que, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un ratio, le petit schéma que nous avions fait, mais M. Château n'avait pas insisté dans sa présentation d'ailleurs dessus, mais nous l'avons mis dans le document, ce n'est pas un élément obligatoire, mais c'est une curiosité que nous nous sommes posée, parce qu'effectivement, cette masse salariale, elle augmente, mais notre population augmente. Nous avons des services qui mécaniquement augmentent la masse salariale. Ce sont les services en direction de la jeunesse qui ont des taux d'encadrement. On a plus de population, plus d'enfants qui fréquentent nos services, qui doivent respecter le taux d'encadrement, donc automatiquement les postes se créent au fur et à mesure des évolutions. Puis il y a d'autres services, où il y a la plupart des services administratifs, l'urbanisme et autres, il n'y a pas de ratio.
mais la population augmente, vient chercher des renseignements, vient monter des dossiers de plus en plus nombreux, et si on n'y prend pas garde, on va rendre un service de moins en moins de bonne qualité, et puis une surcharge forte, et on le voit dans certains services qui commencent à plier sous la charge de travail. Donc c'est notre, j'ai envie de dire, c'est notre devoir de faire attention. Nous, on est très attachés à un service public de qualité. Moi, je vois qu'il y a des signes qui m'alertent un peu sur certaines dégradations. Il faut qu'on puisse renforcer nos services. Donc je suis tout à fait... je ne suis pas inquiet, moi, de cette évolution de la masse salariale. Je veux dire qu'on la revendique. Nous accompagnons finalement l'évolution de la population par du personnel. Et encore, on voit que la difficulté de recrutement dans certains secteurs n'est pas toujours simple pour avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, moi, je ne m'inquiéterai pas en fait sur cela. Il faut être vigilant, bien évidemment, on ne peut pas la laisser s'emballer. C'était le sens de cette courbe, de voir que finalement, nous étions... il y a eu un petit pic en 2015, mais c'était la création avec les rythmes scolaires. Il avait fallu créer à ce moment-là plus de postes. Bon, ça retombe un petit peu l'année d'après. Donc finalement, on voit qu'on est dans une ligne assez linéaire. Oui, ce sont carrément aussi des choix politiques, parce qu'on a quand même une restauration qui est faite sur place, une restauration de qualité avec du personnel. On aurait pu externaliser et faire autre chose. Donc là, il y a quand même un poids au niveau des services de l'enfance, de la restauration, important au niveau du personnel, hein, mais c'est vraiment un choix, une volonté. Je partage totalement cette analyse. Effectivement, quand la population augmente, il faut bien évidemment que les services augmentent. C'est incontestable et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, le problème, par contre, se pose de la façon suivante. Fallait-il augmenter d'une façon aussi inconséquente la population sur Boye? C'est un autre débat. On a déjà eu... Parce que forcément, là on parle de la masse salariale, nous pourrions parler des stationnements de voitures, de la voirie, etc., etc., etc. Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça dans d'autres... Tout à fait, j'ai vu que les choses étaient déjà bien engagées dans ce domaine-là. Ne comptez pas sur nous pour mettre Boye sous cloche, on a déjà eu ce débat. On a montré aussi, les éléments sont têtus quand même, parce que chaque année, M. Rochon vous présente les chiffres des permis de construire et autres, et on a vu que cette courbe, elle est largement maîtrisée, et c'est bien... On est champion du monde. Elle a bien chuté, non. En augmentation de population, quand même. Ils ont 2 ans de retard, vous savez bien, quand les chiffres sont liés. Donc non, on vous présente les chiffres en fin d'année de l'année actuelle, donc nous savons bien que le nombre de permis a diminué, donc il faut continuer de véhiculer effectivement de fausses informations, mais les chiffres sont quand même ténus. Nous publions les courbes à chaque année d'ailleurs, dans le bulletin municipal. Les chiffres changent bien sûr. En tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est bien qu'on regarde tous les 3 ans, les moyennes, c'est suivi le plan local de l'habitat, et nous le tenons. C'est 80 logements en moyenne par habitant. Maintenant, c'est tenu, on est même en dessous. Non, je partage pas du tout. On va pas le faire là. Non, mais on aura l'occasion de le faire après la présentation des documents. Ce sont des documents publics, accessibles. Et puis c'est pas moi qui les fais, hein. Ce sont nos services qui consolident les chiffres. Donc vous pourrez compter le nombre de permis, le nombre de logements créés chaque année, la moyenne des 3 ans. Ce sont des chiffres factuels, vérifiables. Nous avons quand même une particularité à Boye, nous avons des logements où il y a plus de 10 personnes. C'est quand même sympathique. Bravo quand même. Parce que où trouvez-vous l'augmentation anormale de la population par rapport à la Loire-Atlantique? Où trouvez-vous ça? Pas d'augmentation anormale. Vous êtes les champions du monde. L'augmentation, il y a... Pourquoi vous n'êtes pas de Boye, mais bon. Allez, mais là je sens bien, voilà, on est parti sur un autre débat, mais qui va partir sur des choses erronées, c'est dommage, parce que je pense qu'on peut faire de la politique sur des bases les plus saines et les plus objectives possibles. Bien sûr. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va considérer que notre débat autour des orientations 2020 s'est tenu. Je pense que il faut voter sur le fait qu'il y a bien eu une présentation d'un rapport d'orientation budgétaire, support de nos futures orientations budgétaires. Voilà. Donc je vous propose de voter qu'il y a bien eu et rapport et débat. Donc qui s'abstient, qui vote contre, donc adopté à... Oui, non mais c'est... Voilà, je relis quand même. Hein.
la délibération, c'est nous votons sur le fait de prendre acte de la présentation du rapport d'orientation budgétaire à l'exercice 2020, support du débat d'orientation budgétaire, et de prendre acte de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. J'étais tellement préoccupée encore par... On n'est pas au budget encore, je sais, Madame Gobin, que vous... Prochain conseil. Mais là, ça serait quand même malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu de rapport et qu'il n'y a pas eu de débat. Donc, je vous propose donc qui est contre, donc qui est pour, donc voilà, il y a eu, je propose de voter quand même, parce qu'il y a une ambiguïté là. Donc il y a bien eu un débat. Oui, il y a eu débat, donc il y a eu débat. Ah oui, il y a eu débat. Pas qu'il y ait une ambiguïté, hein. Voilà, et donc vous arrivez à combien, mesdames? Si, non. Alors vous êtes à 26, merci. Alors le point suivant donc, est consacré. Alors, donc,